Bien, bonjour, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Natacha Witorski et du FNRS pour partager notre expérience ici. Et je tiens à remercier aussi le FNRS pour le soutien qui nous a été accordé pour le montage de ce projet et aussi le soutien de l'ULB et de la cellule ULB Europe. Qui a été vraiment très précieux et je pense que c'est un des facteurs qui explique notre réussite. C'est un soutien vraiment très précieux et très apprécié. Nous sommes ici, Frédéric Pognard et moi-même. Frédéric est chercheur à l'Institut d'études européennes pour partager en toute modestie notre expérience avec ce projet Red Spinel, Responding to Emerging Dissensus, Supranational Instruments and Norms of European Liberal Democracy, partager donc notre expérience concernant ce projet que nous avons élaboré, développé pendant la période Covid en 2021, 2020-2021. Et nous faisons partie des lauréats de cette année des projets Horizon Europe. Frédéric a une longue expérience à l'Institut en termes de gestion et de montage de projets. Et donc, nous avons travaillé tout cela ensemble avec l'équipe de l'Institut d'études européennes. Le succès d'un projet dépend de plusieurs facteurs. Certains ont été évoqués dans la présentation précédente. Je pense que de mon point de vue, et pour aller à l'essentiel, il y a deux éléments qui sont importants. Je pense qu'il y a tout d'abord l'originalité du projet, son ambition académique, purement académique. Et puis, il y a tous les autres aspects qui sont très importants, qui vont permettre la concrétisation et la réalisation de ce projet, ce qui a été discuté avant, la dimension d'impact, mais aussi le montage du projet, le consortium, la création d'un plan de management et aussi tout le travail de communication, parce que sans communication, il n'y a pas d'impact. Je vais me concentrer sur les aspects académiques du montage de ce projet. Frédéric vous parlera de tous les autres aspects qui sont tout aussi importants. Alors, c'est un projet Horizon Europe qui a été soumis dans le cadre de ce cluster 2 démocratie. Et donc, nous avons lu comme tous les collègues chaque année l'appel de la commission et moi particulièrement j'ai été assez contente de retrouver dans l'appel précédent le thème de la démocratie mais aussi le thème de la contestation de la démocratie libérale et le thème de l'état de droit parce que l'état de droit c'est le thème sur lequel je travaille en sciences politiques et en études européennes. Il y a une situation assez particulière en Europe aujourd'hui avec la limitation de l'indépendance de la justice et des processus d'autocratisation dans certains États membres de l'Union européenne. Et donc, l'appel de la Commission répondait un peu à cette thématique de recherche qui est aussi très présente dans les universités, mais aussi à une préoccupation et un problème pour l'Union européenne qui est de savoir comment répondre et comment réagir face à la limitation de l'indépendance de la justice dans différents États membres, la Pologne et la Hongrie sont les cas les plus cités, mais il n'y a pas que la Pologne et la Hongrie. Et donc, c'était pour nous une combinaison assez intéressante entre nos agendas et nos intérêts en termes de recherche et puis ce qui a été dit, les besoins de la Commission européenne. Et donc, l'objectif, le titre, c'est Responding to Emerging Dissensus, Supranational Instruments, Norms of European Liberal Democracy. L'idée pour nous, c'est de se pencher sur justement au sein de l'Union européenne la contestation de la démocratie libérale et à l'extérieur l'émergence des modèles alternatifs illibéraux et de voir dans quelle mesure cette contestation au sein de l'Union européenne et cette compétition en dehors de l'Union européenne a un impact sur la capacité de l'Union européenne d'agir tant dans ses politiques internes que dans ses politiques externes. Donc, c'est autour de cette idée que nous avons construit le projet avec comme au centre une idée
que nous avons présenté comme original cette notion de dissensus, ce concept de dissensus. C'est autour de cette notion que nous avons élaboré toute la partie académique du projet. Alors, bien évidemment, sur la contestation de la démocratie, la littérature est vaste et donc, effectivement, il faut convaincre tant la commission que les évaluateurs que le projet apporte quelque chose à cette littérature qui est très, très riche. Et donc, nous avons misé sur ce concept de dissensus qui, pour nous, marque une forme de contestation plus forte qui peut être disruptive tant pour l'Union européenne que pour les démocraties des États membres et au-delà des États membres. Et donc, nous avons essayé de mettre au centre de notre projet cette notion originale, peu étudier ce concept de dissensus et donc construire et développer tout le travail de recherche empirique autour de cette notion. Comment nous avons travaillé, donc c'est un peu notre façon de faire et la cuisine interne du projet. Il y avait d'une part mon intérêt pour le thème, comme je disais tout à l'heure, je travaille sur la question de la démocratie et de l'état de droit dans l'Europe centrale et orientale, mais donc il n'y a pas seulement mon intérêt, comme ça a été dit dans la présentation précédente, ces projets sont des projets collectifs, donc il faut réunir autour de ces projets et fédérer des équipes autour de ces projets. Et donc, nous avons travaillé à plusieurs niveaux et à plusieurs étapes. Nous avons tout d'abord essayé de construire ce projet par le bas, cette approche bottom-up, dans le sens qui a été crucial, dans le sens où nous avons réuni ici à l'Institut d'études européennes nos collègues au sein du comité de la recherche. C'est un comité qui se réunit 2 fois par an. Essayons de voir ensemble comment nous pouvons répondre à cet appel de la Commission européenne, pas seulement pour satisfaire les intérêts de la Commission, mais surtout pour voir comment cet appel peut nous permettre à nous de satisfaire et de répondre à nos intérêts de recherche avant tout. Et donc, il y a eu cette discussion et cette approche par le bas, bottom-up, qui a été fondamentale pour voir comment nous pouvons fédérer nos différents intérêts, comment les différents intérêts de recherche peuvent se retrouver, dans le cadre de ce projet. Donc, une approche bottom-up multilatérale et puis des réunions régulières tout au long du montage du projet en bilatéral ou en trilatéral avec différents collègues pour discuter de comment élaborer cette notion et la substance académique du projet. Bien évidemment, ça a été dans un premier temps au sein de l'Institut, parce que c'est l'Institut d'études européennes qui coordonne le projet et son équipe. Et puis, après cette phase en interne de réflexion et de maturation conceptuelle du projet, nous avons commencé le même dialogue avec nos partenaires que nous allons présenter dans quelques instants. Aussi un dialogue avec les universités qui sont impliquées. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir réunir autour de la table différentes disciplines parce que le projet est purement interdisciplinaire et là aussi, pas seulement parce que l'appel est interdisciplinaire, mais aussi parce que l'interdisciplinarité est au cœur du mode de fonctionnement de notre Institut d'études européennes. Nous travaillons régulièrement avec des juristes, politologues et juristes, sur certaines thématiques aussi avec des économistes. Et donc, l'idée était de fusionner, de créer des synergies entre collègues, mais aussi d'établir des ponts, des dialogues entre différentes disciplines pour s'assurer aussi que nous avons la même compréhension de l'appel qui avait été lancé par la Commission et surtout pour voir comment cette notion de dissensus que nous avons mis au centre du projet peut s'enrichir de ce dialogue interdisciplinaire au sein de l'Institut, au sein de l'ULB et puis en dialogue avec nos différents partenaires. Et donc, nous sommes arrivés... donc ça c'est par rapport au montage et la réflexion autour du projet et autour de cette notion de dissensus. Ensuite, la deuxième étape, je disais, il y a eu un dialogue et des phases itératives et des échanges avec nos partenaires. Le projet est piloté par l'Institut et donc l'ULB, mais le projet implique aussi d'autres universités, des partenaires académiques et des partenaires non académiques. Vous voyez ici, nous travaillons avec l'université Luis Guido Carli à Rome, l'université d'Amsterdam, l'université Babeș-Bolyai en Roumanie à Cluj, HEC Paris, et puis une université à Torun en Pologne et l'université de Warwick.
et 4 partenaires non académiques. On va vous expliquer dans un instant pourquoi. Nous avons un think tank qui est basé en Roumanie, à Cluj aussi, Patrir, Milieu Consulting qui est basé en Belgique, et puis le Helsinki Committee basé à Budapest en Hongrie, et Klingendal qui est basé aux Pays-Bas. L'idée pour nous, c'était de constituer un consortium qui réunit tant des partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler à l'Institut, mais aussi des partenaires nouveaux qui ont intégré les activités de l'Institut plus récemment. C'est le cas, par exemple, de Paris, c'est le cas de Cluj, de l'Université de Cluj. Donc, il y a un équilibre. Nous avons essayé d'avoir un équilibre entre un consortium avec des partenaires de longue date, avec lesquels l'Institut a travaillé les 20 dernières années, mais aussi un élargissement de ce réseau qui est nécessaire et qui peut être même très productif pour la qualité du projet. Donc, on avait déjà une expérience de collaboration avec Luis Guido-Carli, l'université basée à Rome. On avait déjà une expérience de travail de très, très longue date avec Warwick. Les autres partenaires académiques qui sont en rouge sont des partenaires qui nous ont intégrés, qui ont intégré le consortium plus récemment. Et puis, donc, il y a cet élément-là. Il y a aussi un autre élément. Le projet est interdisciplinaire. L'objectif était de pouvoir profiter ou de bénéficier de l'expertise et des domaines de compétences de nos partenaires. Et donc, dans cette recherche, dans ce processus de constitution de consortium, nous avons essayé de voir quelles sont les complémentarités que les partenaires peuvent apporter à notre projet. Bien évidemment, quand on lit les guidelines et les lignes directrices de la Commission, on voit bien qu'il y a là aussi un intérêt géographique qui se retrouve aussi dans notre consortium, dans le sens où nous avons essayé d'intégrer des partenaires d'Europe centrale et orientale, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie aussi, mais nous avons fait ça aussi avec intelligence. Je pense que c'est très, très important d'avoir des partenaires, pas seulement pour répondre et pour cocher cette case de la Commission européenne, mais des collaborations qui servent réellement et qui peuvent apporter quelque chose au projet. Donc oui, diversité géographique, mais en même temps, pour nous, avec une priorité et un accent particulier sur comment les partenaires peuvent contribuer aux différents aspects académiques et pas seulement du projet. Ensuite, il y a tout un volet qui est très, très important, qui est le volet impact et dissémination. Et c'est là où nous avons ce principe ou cette modalité, ce mode de travail qui consiste à associer à nos activités de recherche des partenaires non académiques. Alors, les partenaires non académiques ne sont pas là juste pour faire de la promotion de la recherche, ne sont pas là juste pour disséminer nos résultats de travail purement académique. Ils ont aussi un rôle actif dans la production de la recherche, tout simplement parce qu'ils ont une connaissance du terrain qui est complémentaire à la nôtre. Klingendal, par exemple, sur le respect des droits fondamentaux, Hungarian Helsinki Committee aussi sur sur la démocratie, sur l'état de droit, sur là aussi les droits fondamentaux. Donc, c'est aussi bénéficier de l'expérience et de l'expertise de ces institutions non académiques tant dans la production de la recherche que dans la dissémination et dans la production des résultats. Et puis, il y a un dernier point pour lequel je vais laisser Frédéric vous expliquer. Nous avons aussi des partenaires académiques qui ne sont plus basés dans l'Union européenne, mais sur ça, Frédéric va vous en dire un peu plus dans un instant. Merci beaucoup, Ramona. Je rebondis. Vous verrez que maintenant, on passe de peut-être quelques éléments de substance, de recherche, vers des éléments plutôt d'ingénierie. Quelles sont les considérations techniques et de montage qui rentrent en jeu et qui sont rentrées en jeu dans Red Spinel. Un dernier élément pour ce slide, c'est dans la constitution des consortiums, évidemment, il y a une distinction à faire d'une part entre les bénéficiaires et les associés. Ils peuvent être bénéficiaires que les institutions basées dans l'Union européenne et dans les pays avec un accord d'association signé, ne peuvent être que associés les institutions qui sont dans d'autres pays du monde. Alors, le cas des Britanniques est significatif et nous en avons fait l'expérience dans Red Spinel. Évidemment, beaucoup de gens ici autour de la table savent que l'accord existe d'association avec la Grande-Bretagne, mais celle-ci n'est pas ratifiée et
The mood music n'est pas dans la direction d'une ratification prochaine, pour le dire doucement, avec un euphémisme. Donc, sachez que vous pouvez soumettre votre projet avec un partenaire anglais comme bénéficiaire, mais si vous êtes choisi au moment du grant agreement negotiation and preparation, vous devrez extraire le partenaire anglais. Et extraire le partenaire anglais veut dire soit perdre la part du budget parce que vous allez passer par les mécanismes britanniques, soit rediriger toutes les responsabilités et réarranger votre consortium. Et donc là, si vous réarrangez les consortiums, ce que je vous conseille dans tous les cas, actuellement, c'est de prévoir dans votre risk management, une section obligatoire dans toute application, les mécanismes que vous avez déjà prévus au cas où les Anglais ne pourront toujours pas être bénéficiaires au moment où vous signez les grant agreements. Et donc, vous devez déjà réfléchir, est-ce que les Anglais vont passer en financement anglais avec toute une mécanique à ce niveau, ou est-ce que vous allez transférer les responsabilités des institutions anglaises et les budgets vers d'autres partenaires, mais donc, ils se préparent déjà à cette charge. C'était une petite mise en garde parce que c'est un contexte particulier, du moins pour nous à l'Institut, nous avons pas mal de partenaires anglais, donc beaucoup de nos consortiums impliquent maintenant ce calcul et cette considération. De nouveau, vous pouvez faire des projets avec les Anglais et la commission est même demanderesse, mais sachez que vous devez être prudent et gérer ce risque au moment de la soumission. Si on passe au plus loin que le consortium et on regarde comment on organise le projet, ceci va être familier pour tout le monde, mais juste pour rappel, on va l'organiser en work package et c'est là que commence la première étape de votre ingénierie de projet. Évidemment, il y aura des work packages qu'on dit de recherche et de développement et d'autres work packages qui seront plutôt de fonctions transversales. Il s'agit de ne pas négliger aucun des deux. Il faut évidemment un agenda de recherche conséquent, original et avec un impact scientifique, mais il faut que les fonctions transversales soient aussi développées et surtout très important, dans votre work plan, il faut vraiment clairement articuler comment la recherche et les fonctions transversales vont se parler et vont être en interaction l'une avec l'autre. Alors ici, vous avez l'exemple de Red Spinel où nous avons 5 work packages scientifiques, dont un cadran de type plus théorique sur le concept de dissensus que Ramona vous a présenté et 4 autres qui sont plutôt empiriques, cas d'études, axés sur des dimensions de la gouvernance européenne ou de l'action européenne où justement le frame théorique sur le dissensus sera répercuté. Évidemment, une distribution des tâches entre les partenaires. Et ensuite, vous avez les work packages 6, 7 et 8 qui sont plutôt transversaux et 9. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons dans ce cas-ci fait un work package 6 et 7 qui tous les deux rentrent dans ce qui a été présenté précédemment dans la logique du impact. Nous avons fait un 6 qui est plutôt axé sur le capacity building, qui est une forme d'impact. Si vous voulez, c'est un impact introverti qui se regarde dans le consortium, vers les institutions du consortium, que ce soit les consortiums, les membres universitaires ou non académiques. Et puis, la deuxième, le work package 7, qui lui est plutôt sur l'impact et la communication vers le monde, le milieu extérieur, avec différents publics identifiés et différents mécanismes et instruments mis en œuvre, et j'y reviendrai après. Mais donc, important, sachez bien qu'il faut convaincre le lecteur et l'évaluateur que vous avez un agenda scientifique développé sur plusieurs work packages et un agenda transversal qui inclut l'impact développé sur 1, 2, 3 work packages. Et très important, votre méthodologie scientifique fait partie, c'est une partie de la méthode que vous devez décrire, quantitative, qualitative, anthropologique, statistique, tout cela vous connaissez, mais n'oubliez pas que votre méthodologie doit aussi inclure comment votre recherche va produire de l'impact. Ça fait partie de la méthodologie. La méthodologie ici est comprise non seulement comme une méthodologie scientifique essentielle, mais aussi comme une méthodologie, une méthode de travail qui permet l'innovation scientifique de résulter dans de l'innovation sociale et ou économique. Alors, si on a nos work packages en place, on passe à son work schedule, ou dans le jargon, son Gantt. Alors évidemment, c'est très petit et l'enjeu n'est pas ici d'apprendre par cœur le Gantt de Red Spinel, mais si vous donnez une impression, une vue d'ensemble. Alors, Red Spinel est un gros projet avec beaucoup de livrables et beaucoup de milestones. Donc, le 23 et le 53, là, c'est un peu beaucoup.
Mais vu qu'on est un grand consortium et qu'on était ambitieux, c'est vers ça qu'on s'est orienté. Mais traditionnellement, on est plutôt vers les 15-20 délivrables et vers les 15-20 milestones. Mais bon, avec plus de milestones, vous avez évidemment plus de contrôle sur ce que les gens font. Parce qu'un milestone, pour rappel, ce n'est qu'une étape vers un délivrable. C'est une étape, un moment de contrôle où le consortium communique à la commission, ceci a été fait, nous avançons. Si vous avez beaucoup de milestones, vous avez beaucoup de moments où vous pouvez contrôler si vos partenaires et vous-même, vous avancez bien comme prévu. Évidemment, ça crée des moments aussi où vous pouvez ajuster le tir, formellement ou informellement, si besoin en est. Donc ici, nous avons choisi beaucoup de milestones pour garder un certain contrôle sur le processus parce que c'est un consortium assez grand et comme Ramona l'évoquait, on a pas mal de nouveaux membres, nouveaux partenaires qu'on connaît bien mais pas très bien. Donc, beaucoup de milestones permettent une articulation plus serrée du management. En plus de ça, vous verrez avec les couleurs, nous avons tenté de distribuer les milestones et les délivrables sur l'ensemble des partenaires pour qu'ils soient responsables des différents aspects du projet. Et vous voyez que, par exemple, les VP 6 et 7 en bas, ils ne commencent pas à la fin. On ne fait pas de l'impact et du capacity building à la fin. Ça doit commencer assez vite, justement parce que ce impact se fait en parallèle avec la recherche, via du open science, via des innovation labs, via du citizen science et d'autres mécanismes. Et de nouveau, ça rappelle ce que Ramona disait, l'implication des non-académiques dès le début sur la substance et dans le processus de l'ensemble de production du savoir et de la dissémination du savoir. Il est donc important dans le jargon européen, et c'est un petit acronyme que vous pouvez utiliser quand vous justifiez vos délivrables, certainement, et même vos milestones, mais surtout vos délivrables. Celles-ci doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, faisables, pertinents et à la mode dans les temps, dans l'air du temps. C'est important au moins de pouvoir présenter dans vos propres mots que ce que vous faites, et ce que vous faites finalement, c'est vos délivrables et vos outputs. Vos délivrables, c'est les aspects les plus concrets de vos outputs. Vos outputs, c'est ce que vos délivrables cherchent à atteindre. Vous devez montrer que tout ça est donc SMART. Alors, on peut critiquer l'acronyme, mais l'acronyme est utile pour structurer votre narratif dans l'application. Dernière chose, tout ça, de nouveau, il y a une logique, la méthode de travail, le timing, la chronologie, le Gantt, tout ça, tous les différents chapitres doivent renforcer l'impression que tout ça a été réfléchi comme une machine qui se renforce mutuellement et qui produit de l'impact tout au long du processus. Alors, pour dernier slide, je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'est-ce qui se passe si un projet est soumis. Il y a une évaluation qui apparaît 4 à 6 mois après. Si l'évaluation est toujours intéressante. Alors évidemment, si elle est positive et vous gagnez, elle est d'autant plus agréable, mais l'évaluation est toujours utile. Et sachez que la European Research Agency est extrêmement fière de ces évaluations. Elle pense que ces évaluations, son mécanisme, les synthèses qu'elles produisent sont particulièrement utiles. Alors, je laisse au milieu si vous êtes d'accord ou pas, je ne juge pas, mais sachez que la commission et l'agence pensent vraiment que ces évaluations sont un outil utile pour que le monde académique et les participants et les candidats apprennent à améliorer leur projet. Donc, même si votre projet ne passe pas, tentez de comprendre pourquoi, tentez de comprendre, même si c'est très synthétique, ce que l'évaluateur essaye de vous communiquer et essayez d'améliorer pour la prochaine application. Comme je disais, une fois que vous avez été choisi, vous passez dans la Grant Agreement Preparation Phase. Ce qui est nouveau, c'était déjà introduit à la fin de Horizon 2020, mais là, on sent qu'il y a vraiment une plus grande rigueur. Vous avez maximum 2 mois pour boucler tout ça. Il y a des aspects parfois substance, parfois c'est pure procédure, mais sachez que vous devez être prêt pour réagir très vite, par exemple avec la question des Anglais, mais d'autres questions aussi, et que vous n'aurez pas masse de temps. Donc, sachez bien dans votre programmation de votre charge de travail que si votre projet passe, vous aurez un moment de préparation bureaucratique assez intense. Et là, évidemment, le rôle de nos universités dans le soutien et le suivi ou de nos institutions est crucial, les bureaux Europe et autres, pour obtenir les signatures et clarifier les aspects légaux. Dans le projet, vous fixez votre mois 1, très important. Les projets durent entre 36 et 48 mois selon votre propre agenda. À vous de fixer le mois 1 en fonction de ce qui est crédible. Et souvent, un kick-off event marque le début du projet, si vous l'obtenez, qui a lieu dans le mois 1 ou 2. Dernier élément, sachez qu'il y a maintenant de plus en plus de livrables et de milestones fixes
que la Commission veut voir apparaître dans tous les projets. Par exemple, une stratégie d'impact et de communication, encore un reflet à quel point c'est devenu essentiel. Donc maintenant, tous les projets doivent avoir une stratégie d'impact et de communication pour le mois 6. Si vous ne prévoyez pas cela, ne craignez rien, ça ne va pas mettre à mal l'éligibilité de votre projet, mais justement au niveau du Grant Agreement Preparation, votre Project Officer va annoncer que vous devez ajouter 5 livrables et ou milestones parce que ceux-là sont standards. Donc, peut-être un bon conseil, c'est d'aller voir avec vos services Europe quels sont ces livrables standards et déjà les prévoir dès le début dans votre proposal pour qu'ils ne tombent pas un peu comme un cheveu dans la soupe, qu'ils vous alourdissent votre agenda qui, j'espère, comme je l'avais argumenté, est très réfléchi, très mécanique, est une mécanique précise où l'ajout tout à coup de 2 ou 3 livrables peut alourdir la mécanique. Donc voilà peut-être un dernier petit conseil pratique, essayez d'identifier quels sont ces livrables obligatoires que la Commission de plus en plus non seulement impose, mais cherche à voir formulés d'une certaine façon à une certaine date dans le work schedule. Et je m'en arrête là. Évidemment, tant Ramona et moi sont à votre disposition pour des réponses aux questions. Merci beaucoup, Frédéric. Juste pour dire un mot, donc notre projet va commencer à la rentrée. C'est un projet pour 36 mois et c'est un projet, le budget est de 3,2 millions et nous l'avons soumis pour la première fois et nous sommes très contents parce que nous l'avons obtenu. C'était une surprise pour nous aussi. Un tout grand merci pour ce partage d'expérience, aussi de conseils pour comment construire un consortium qui soit convaincant, des conseils aussi sur les aspects pratiques du montage. Est-ce que quelqu'un veut réagir, poser des questions, intervenir? C'est le moment. Peut-être une question, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à vous lancer et convaincu d'aller de l'avant et de commencer comme coordinatrice? Est-ce que vous aviez déjà une expérience en tant que partenaire vous-même ou quel est le facteur déterminant de la décision de soumettre? Je vais commencer, peut-être Frédéric va compléter. Il y en a deux. Il y a un facteur personnel, bien évidemment. Il y a un facteur institutionnel. Le facteur personnel, c'est que moi, j'ai participé avec Frédéric d'ailleurs aussi dans un autre projet Horizon Europe qui s'est terminé en 2018. Il n'était pas coordonné par nous, mais on avait un rôle assez central. Et ça a été une expérience extrêmement positive. C'était sur la gouvernance et la crise de la zone euro. Une expérience extrêmement positive. Et donc, il y avait déjà ce premier élément. Puis, comme je l'ai déjà dit aussi en introduction, la question de la démocratie, l'état de droit sont au centre de mes recherches. Donc, avoir la possibilité de soumettre des projets qui correspondent à mes intérêts de recherche est un facteur supplémentaire. Il y a donc cet élément. Et puis, le facteur institutionnel, c'est que je suis présidente de l'Institut. À l'Institut, nous avons un agenda de recherche collectif et interdisciplinaire. Et donc, ici, il s'agissait pour moi pas seulement de soumettre un projet qui m'intéresse moi, j'aurais pu faire un ERC, mais un projet qui peut nous réunir tous autour de la table et toutes autour de la table. Et donc, c'était aussi une décision de l'Institut, du conseil de l'Institut, de soumettre ce type de projet afin de se donner les moyens, nous, politologues, juristes, de travailler ensemble pour les 3 années à venir, parce qu'un projet, c'est aussi des ressources très, très importantes, des doctorants, des postdoctorants et un agenda de recherche collectif. Et ça, je peux le dire, et franchement, je parle avec mon cœur, ça peut être très, très stimulant parce que la recherche est souvent très individuelle, chacun dans son bureau. Mais à l'Institut, on a réussi à créer aussi ce mode de fonctionnement qui est plutôt collectif parce qu'on est plus fort ensemble et parce que la recherche, elle ne doit pas être parce qu'on doit soumettre et suivre les mots-clés qui sont utilisés dans les appels de la commission. Je pense qu'on a intérêt à travailler ensemble, politologues, juristes, avec les autres. Donc voilà, il y avait ces deux éléments, certainement un argument institutionnel. C'est important pour nous tous et tous d'avoir des moyens et des ressources supplémentaires, mais c'était aussi l'intérêt des collègues parce qu'on est très nombreux. Je ne suis pas seule, je vais coordonner le projet, mais je peux vous dire que, par exemple, pour l'Institut et pour l'ULB, Frédéric, tu me corrigeras, mais je pense qu'on est une dizaine
de membres, de collègues, corps académiques, juristes et politologues impliqués dans les différents work packages. Et c'est dans cet esprit que nous avons aussi conçu le projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que nous avons envie de faire? Quels sont les thèmes qui sont vraiment au cœur de nos préoccupations quotidiennes? Et comment nous pouvons transformer tout ça dans un projet qui est intéressant avant tout pour nous et puis après qui répond aussi aux objectifs de la commission. Et je pense que ça, c'est la difficulté, hein, de traduire et de trouver cette manière d'articuler ce qui nous passionne dans notre travail quotidien et ce qui est mis dans les intérêts aussi de la commission et puis convaincre l'évaluateur qu'il s'agit d'un projet qui est vraiment original, qui est vraiment bien réfléchi dans ses moindres détails. Donc, juste pour dire, on a commencé pendant la période Covid, la réflexion et le travail sur ce projet. C'était assez bénéfique de ce point de vue parce qu'on a pu travailler sur ces aspects-là. Mais chaque mot, je pense, a été discuté dans le projet fait 200 pages, discuté tant avec les collègues à l'ULB et à l'Institut qu'avec nos partenaires du consortium. Frédéric, je ne sais pas si tu veux ajouter, j'espère que ça n'a pas été très... Je dirais juste pour les RIA spécifiquement, parce que nous sommes aujourd'hui en train de parler des RIA, donc les consortiums collectifs avec un topic fixé. Research and Innovation Actions. Oui. Les Research and Innovation Actions. Je dirais qu'il y a 5 raisons pour lesquelles le faire. Il ne faut pas avoir les 5 raisons. Nous en avons les 5 raisons ici, mais c'est une question d'échelle. Évidemment, 3 millions d'euros, un consortium, une force de frappe scientifique qui est difficile à imaginer au niveau de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Donc, il y a une question d'échelle, attirer des nouvelles personnes, augmenter les équipes, rendre les équipes plus réseautées au niveau européen et international. Il y a aussi l'élément de travaux collectifs, introduire dans nos départements et nos centres de recherche une pratique collective de la recherche qui complémente une pratique individuelle de la recherche. Il y a la fédérer, et là je pense que Ramona a bien mis l'accent, il s'agit non seulement de fédérer les institutions européennes entre elles dans ce consortium, mais il s'agit ici aussi de fédérer en interne à l'IE, à l'ULB, des collègues. Donc, si vous voulez, il y a 2 consortiums. Il y a le consortium interne à l'ULB qui permet de ramener tous ces gens autour d'une thématique commune. Et puis, l'équipe se tourne vers le consortium à l'extérieur. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est parfois mal compris. Les RIA qui se construisent avec un prof dans chaque université, c'est en général la cata. Il faut une équipe dans l'université. Ce n'est pas un réseau d'individus, c'est un réseau d'institutions. Donc, il faut vraiment faire un travail parce que sinon, on n'a pas la force de frappe et l'échelle nécessaire. Autre élément qu'on a voulu faire dans Red Spinel, c'est introduire des nouvelles méthodes, des méthodes d'enseignement, des méthodes de participation citoyenne dans la recherche, des méthodes d'impact. On entend l'appel du pied de la Commission pour être plus impactful. Ces projets sont des moyens pour nous de développer des podcasts plus professionnels, différents autres outils qui existent et qui émergent à droite et à gauche et où parfois, pas toujours, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a ni les moyens ni la pratique en interne. Et donc là, l'apport européen permet de faire plus, de faire mieux. Et enfin, il ne faut pas se leurrer la face, la visibilité. Il y a 3 réseaux qui ont été choisis sur cette thématique. Il y a 3 réseaux maintenant qui pèsent de tout leur poids sur cette question, sur Rule of Law and Democracy. Et on le sent déjà dans les dynamiques, dans les conférences, dans les contacts avec les officiels. C'est un label, c'est un brand de qualité, c'est une reconnaissance pour le travail fait et ça ouvre des portes.